Bienvenue à la conférence de presse annuelle de Mediapart. Comme chaque année en mars, nous rendons publics tous nos comptes, tous nos chiffres et tous nos résultats et nous répondons aux questions des consoeurs et des confrères. Je suis ici avec l'équipe qui fait Mediapart au jour le jour. Marie-Hélène Smiéjean, qui est la directrice générale de Mediapart et cofondatrice. Karine Fouteau et Stéphane Aliès, qui sont tous les deux les co-directeurs éditoriaux de Mediapart, Cécile Sour, qui est la directrice administrative et financière de Mediapart, et Olivier Grange-Labat, qui est le responsable de tout le pôle technique, de tout ce qui fait que Mediapart est en ligne, que Mediapart fonctionne et que Mediapart est accessible. Marie-Hélène et toutes celles et ceux que je viens de présenter vont vous dérouler cet exercice annuel. C'est un exercice qui pour nous est une évidence et qui est retransmis en direct parce qu'on le doit à nos lecteurs, à ceux qui nous font vivre. Mediapart n'a pas de publicité, Mediapart ne touche pas de subventions et Mediapart n'a pas de mécène privé. Et il nous paraît normal de nous appliquer les règles que nous demandons aux autres, et notamment aux entreprises, au pouvoir public, de s'appliquer, c'est-à-dire d'être transparents sur ce qu'ils font, de leur argent, ce qu'ils font, et là, en l'occurrence, du soutien, des abonnements de nos lecteurs, de notre activité. Ce droit de savoir, cette publicité sur tout ce qui est d'intérêt public est une règle qui nous paraît normale de respecter. Cette année 2019, pour simplement introduire ce qui va être dit, le bilan de cette année 2019 de Mediapart, c'est une année à la fois de consolidation et une année par certains aspects historiques, comme le fut pour nous l'année de notre création, 2008, ou l'année où nous avons atteint le point d'équilibre en 2010. Alors, c'est une année de consolidation de notre indépendance. Nous l'avons raconté, et on va le représenter à nouveau. Mediapart, depuis le 15 octobre 2019, n'a plus d'actionnaires et Mediapart est désormais contrôlé par une structure à but non lucratif, un fonds de dotation, le Fonds pour une presse libre, qui sanctuarise le capital de Mediapart, fait qu'il est inviolable, non spéculable, inatteignable, et qui donc préserve définitivement notre indépendance économique vis-à-vis de toute attaque, de toute prédation et de toute mauvaise intention sur le terrain financier. Et l'autre dimension des résultats de cette année, c'est que ce sont des résultats financièrement historiques qui montrent qu'en rythme de croisière, pourrait-on dire, Mediapart est structurellement rentable, ce qui est la meilleure garantie de notre indépendance. Vous le verrez, mais je voudrais juste dire en pourcentage, vous le verrez, nous avons fait une croissance de près de 13% des abonnés cette année, une croissance du chiffre d'affaires de près de 22% et un résultat courant qui est lui-même de 26% du chiffre d'affaires. Mais pour ne pas déflorer, je n'ai pas donné les chiffres puisque je laisse à Marie-Hélène le soin de vous présenter tout cela. Donc, au fond, les deux jambes de Mediapart, c'est avoir garanti par une invention juridique, après notre invention éditoriale, l'invention d'un journal participatif, d'avoir inventé une structure juridique totalement inédite et qui, nous l'espérons, fera école pour protéger notre indépendance. Et de l'autre côté, montrer, et je crois que c'est un encouragement pour toute la profession, qu'en faisant simplement du journalisme et en ayant le souci des lecteurs, de l'intérêt public, eh bien, l'on peut être profitable, être rentable, ce qui est, encore une fois, la meilleure garantie de l'indépendance pour notre métier au service des citoyens. Je passe la parole à Marie-Hélène Smiéjean. Merci, bonjour à tous. Donc, nous allons, comme chaque année, vous présenter donc, les chiffres 2019. Vous confirmez que tous ces résultats, comme chaque année, nous les réinvestissons dans Mediapart et dans la consolidation de son modèle. Et puis, on parlera brièvement du festival pour notre 12e anniversaire.
Donc l'année 2019 alors vous aurez en fait tout le détail de ces chiffres, c'est déjà publié en ligne et vous avez tout le détail de ces chiffres sur le petit livret qui va vous être remis, il est en cours d'arrivée. Donc l'année 2019 est à nouveau une année d'une croissance solide, donc pratiquement 20 000 abonnés supplémentaires. On atteint donc un chiffre de 170 000 abonnés. Je rappelle qu'il s'agit toujours ici des abonnés net actifs payants, c'est-à-dire des abonnés qui ont un abonnement en cours de validité avec un mode de paiement en cours de validité. Donc cette forte croissance du chiffre d'affaires se traduit également, cette forte croissance du nombre d'abonnés se traduit par une forte croissance du chiffre d'affaires, puisque contrairement à 2018 où nous avions une croissance du nombre d'abonnés de 10 000, mais qui était rentrée principalement en fin d'année, là la croissance du nombre d'abonnés en 2019 s'est faite dès le début de l'année, tout au long de l'année, et donc a entraîné une croissance de 22% du chiffre d'affaires qui atteint pratiquement 17 millions d'euros en 2019. Je rappelle que 98% de notre revenu provient des abonnés. Nous n'avons pas d'autres revenus, ni publicitaires bien sûr, ni d'autres sortes. Donc le résultat courant, mathématiquement, puisque cette croissance du chiffre d'affaires s'est fait également très tôt dans le début de l'année, donc augmente très fortement. Il atteint, donc, alors c'est 25,8%, donc on aurait pu arrondir à 26%. Donc 4 millions, presque 4 400 000 euros de résultats courants. Le résultat net, lui, n'augmente que de 16%. Les deux raisons à ça, c'est que le contentieux fiscal que nous avons avec l'administration avait entraîné un déficit reportable. Ce déficit reportable est totalement épuisé maintenant et donc nous payons la totalité de l'impôt sur le résultat. Et deuxièmement, nous avons souhaité faire participer l'équipe à l'ensemble de l'opération qui a été réalisée en 2019 de cession du capital de Mediapart et de son apport au sein du fonds de dotation. Et donc, nous avons souhaité, au-delà de la participation légale, de verser une participation exceptionnelle pour un total donc, de 700 000 euros en 2019, plus forfait social, c'est les signes de FS. Donc ces résultats, en fait, on les réinvestit, comme chaque année, on les réinvestit dans les projets éditoriaux et je vais passer la parole à Karine Fouteau qui va vous en parler. Merci Marie-Hélène. Bonjour à tous. Alors, quelques mots pour vous raconter un peu cette année éditoriale assez exceptionnelle avec des scoops, des révélations dans tous les sens, l'affaire de Rugy, les révélations qui ont continué dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Sur le plomb, évidemment, à la suite de l'incendie de Notre-Dame, des révélations sur la contamination au plomb. C'est de Mediapart que ça part. Sur les violences sur mineurs et majeurs, aussi beaucoup de révélations. Vous savez que c'est un thème sur lequel on a beaucoup investi de ressources humaines depuis un certain temps. Donc, je peux citer l'affaire Besson, sur laquelle il y a eu beaucoup de choses. Maznev aussi, on a été en mesure de rebondir. Évidemment, le témoignage exceptionnel d'Alenel qui a circulé très fortement, notamment auprès d'un public assez jeune. Voilà, ça nous a ouvert de nouveaux lecteurs, c'était important pour nous. Sur des thématiques aussi sur lesquelles on a pu révéler de manière systémique les violences faites aux femmes. Je pense au sport, ce qu'on a fait avec Disclose, à l'hôpital, dans les collectivités territoriales aussi, beaucoup de choses, à l'université. Dans le cadre des violences policières aussi, ça c'est une autre thématique, vous savez, qui nous tient beaucoup à cœur, sur laquelle on avait beaucoup investi dès le départ de Mediapart il y a 10 ans avec Louise Fessard. Finalement, elle était partie pour suivre une autre rubrique. Donc on a eu un petit moment comme ça où on était un petit peu moins présent. Et là, à nouveau, avec l'arrivée de Pascal Pascariello, on est vraiment en pointe sur ce sujet. Pour nous, c'est vraiment très important. Donc beaucoup de révélations autour de cas assez emblématiques.
comme Maria, l'affaire Geneviève Leguet, Steve aussi, sur laquelle évidemment il y a beaucoup de choses qui ont été dites et révélées grâce à nous sur le fonctionnement des équipes policières voilà, dans ce genre de situation. Vous dire aussi qu'effectivement on a par ailleurs bénéficié d'une actualité exceptionnelle, puisque avec des sujets qui rentrent particulièrement en écho avec nos préoccupations à l'échelon international, avec toutes les révoltes, les mouvements sociaux partout dans le monde, voilà, qui sont nous des sujets qui nous préoccupent, qui nous intéressent, sur lesquels on a une grosse valeur ajoutée, donc c'était important. Donc en France aussi, évidemment, après les Gilets jaunes, qui était pour nous une mobilisation totale de la rédaction l'année dernière et encore cette année, là a suivi la mobilisation sur les retraites, avec une capacité de la rédaction à se mobiliser en très peu de temps, y compris des gens qui suivent d'autres sujets, voilà, à se mettre ensemble, à être réactifs. Donc ça, pour nous, c'est toujours très important. La matière de réorganisation éditoriale, on a aussi bénéficié de l'arrivée de François Bougon, qui est venu pour coordonner le service, le pôle inter, et qui nous a apporté par la même occasion toute son expertise sur l'Asie. Donc voilà, évidemment pour nous c'est une avancée très importante. Pascal, je vous en ai déjà parlé, Pascal Pascariello, donc, qui nous a rejoint pour suivre les violences policières. On a aussi renforcé le pôle écologie, évidemment, qui est au cœur de nos préoccupations, vous en doutez. Donc, depuis 10 ans, il y avait Jade Lingard qui était en première ligne sur ces questions et qui a participé vraiment à inscrire cette thématique comme un des fondamentaux de Mediapart. Et là, le pôle écologie est passé de 1 à 3 personnes avec Christophe Guignot et Amélie Poinceau. Vous avez sans doute entendu parler des dernières enquêtes d'Amélie sur la FNSEA, sur les salaires de ses dirigeants, sur l'usage trouble d'un fonds de gestion pour l'emploi agricole. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes, qui sont un peu nos lignes de conduite. Parmi les projets, on peut éventuellement passer à la slide, à la page d'après. Voilà, les projets éditoriaux importants qu'on a dans les mois qui viennent. Vous vous souvenez d'Allo Place Beauvau, qui a été un projet phare pour nous avec David Dufresne dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, on a l'intention de poursuivre avec lui d'élargir Allo Place Beauvau. La première version, c'était vraiment centré sur le mouvement des Gilets jaunes et principalement des situations de violence policière en situation de maintien de l'ordre. Là, notre idée, c'est d'élargir à tout type d'interpellation policière, y compris dans des lieux qui sont aujourd'hui invisibilisés, type les quartiers populaires, où pourtant évidemment ont lieu des violences régulières de manière régulière. Donc c'est à nous d'essayer de raconter ça. L'idée aussi, c'est de parler de la question de l'impunité, d'interroger cette question-là en suivant ce que deviennent ces affaires quand elles ont un devenir judiciaire, essayer de suivre précisément ce que ça donne, et aussi de donner la parole aux forces de l'ordre, voilà, pour aussi avoir leur parole, leur témoignage sur des agissements sur lesquels ils peuvent être mis en cause. Donc ça, c'est ce projet Allo Place Beauvau, donc, qui va se poursuivre. On a aussi, je voulais vous parler de cette... alors sur les podcasts, Pascal Pascariello, vous vous souvenez, a produit, a réalisé un podcast, un micro au tribunal qui a été primé au festival Longueur d'onde. Voilà, donc là c'est pareil, on continue, on multiplie pas, on démultiplie pas les projets podcast. Notre idée d'ailleurs, c'est comme tout, c'est de faire de la qualité, de faire ce qui nous correspond, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, Mediapart, on peut révéler, qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport aux tout venants de nos confrères qui publient, qui font beaucoup de choses dans tous les sens. Nous, voilà, on essaye de centrer sur des projets vraiment à haute valeur ajoutée. Et donc c'est ce qu'on fait sur les podcasts. La série aussi Les Possibles dont je voulais vous parler, ça c'est des articles, c'est toute la rédaction qui est mobilisée cette année et dans les années qui suivent. L'idée, c'est de se dire, voilà, on est dans un moment relativement sinistre politiquement, à l'échelon français et à l'échelon international. Qu'est-ce qui se passe
au niveau local, qu'est-ce qu'on peut raconter comme expérience intéressante, comme alternative citoyenne, voilà, parce que évidemment les gens font des choses, la politique c'est aussi là que ça joue, à l'échelon, au ras des pâquerettes, et c'est là qu'on veut être. Vous connaissez notre ambition d'être le journal de la société. Cette série, pour raconter les expériences positives, je pense que c'est là qu'elle se situe, raconter ces expériences et les inscrire régulièrement dans la couverture éditoriale du journal. On a une responsabilité, nous journalistes, de donner à voir ce qui se passe et ce qui se fait concrètement dans notre pays et même ailleurs. Voilà, et Stéphane poursuit avec... Ah oui, juste vous dire aussi, on va publier... on va avec la découverte sortir un livre autour de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a un deuxième référendum là, autour de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie qui va avoir lieu à la rentrée en septembre. Et Mediapart a énormément travaillé sur cette question de l'indépendance, la décolonisation, et a eu l'idée, avec la découverte, de rassembler en fait ces travaux sur ce sujet. Voilà, donc ça va donner lieu à un livre qui a été coordonné par Joseph Confavreux et qui va paraître en mai. Voilà. Et Stéphane, je te donne la suite. Stéphane Aliès. Karine a à peu près tout dit, donc je vais juste finir par dire le reste. À savoir qu'on se développe aussi dans l'idée de toucher un maximum de public. On se développe aussi, donc Karine a parlé sur la data visualisation autour de Place Beauvau, mais qui devrait recouvrir aussi d'autres projets sur lesquels on croit beaucoup, sur une nouvelle façon un petit peu de mettre en scène nos informations. On se développe aussi sur le dessin. Récemment, on a publié la bande défilée de Mano Solo, qui est tout un travail assez formidable autour de la vie et à partir des notes de cet artiste mort il y a maintenant 10 ans. On a également publié une série dessinée, ça, on va continuer à axer un petit peu sur le dessin et l'illustration, notamment avec quelqu'un avec qui on aime bien bosser, qui s'appelle Ulysse Gris, qui est un dessinateur de talent, qui avait publié pendant Noël une série sur les espèces menacées qui contre-attaquent depuis le continent de plastique, où ils préparent leur revanche sur les humains. Et cette appétence pour le dessin et cette volonté de diversification sur le dessin prendra aussi la forme début mai, le 6 si je ne m'abuse, d'un numéro spécial hors série dont vous ne voyez pas la couverture aujourd'hui, alors qu'on l'a reçu effectivement tard hier soir, donc je la montre quand même juste pour les abonnés de Facebook Live. C'est où que ça filme? C'est là. Voilà. Qui est un hors-série donc préparé avec la revue dessinée autour des questions de répression, qui est intitulé « Ne parlez pas de répression », qui sont les termes d'un auguste président actuel de notre République, et qui va faire un petit peu le détail en dessin pour essayer de sensibiliser à ce sujet des violences policières qui, comme vous l'a dit Karine, nous est très cher. On a également la volonté cette année et les années à venir de muscler un petit peu notre production vidéo, de s'attacher beaucoup plus aux news. Donc là, vous voyez un extrait du dernier live hors les murs qu'on a organisé. Ok. Oh, tu peux le passer, mais sans le son, peut-être. Non, mais sinon ça va être un peu long, mais en tout cas c'est un travail d'immense qualité. On est très fiers de ce live qui est la suite un petit peu de tentatives qu'on a fait l'an dernier autour du rond-point de Commercy. On a organisé un live spécial où il faisait très froid autour de ce rond-point, ou encore lors d'une manif climat. L'idée c'est un petit peu de sortir de notre rédaction, enfin en tout cas de notre studio où on enregistre nos lives mensuels pour, comme le disait Karine, aller encore plus concrètement aux côtés de la société mobilisée. On imagine être plus en réactivité, donc c'est pour ça que vous voyez Valentine Auberti qui nous a rejoint début janvier, qui a commencé chez nous avant de poursuivre sa carrière émérite en télé, à Envoyé spécial, puis à Quotidien, et qui est revenu chez nous voilà, pour un petit peu muscler aussi et pour apporter sa culture du news en vidéo. Donc c'est quelque chose sur lequel on veut également se développer, mais pas que tout mettre sur le news, c'est-à-dire qu'on continue à produire, à
à accompagner plutôt que produire, car nous ne produisons pas directement, mais à accompagner la diffusion de documentaires, notamment avec la plateforme Tank, de documentaires indépendants, souvent du réel, et pas que Tank, puisqu'on accompagne, là récemment, on a accompagné la diffusion d'un documentaire sur les radars qui a très bien marché, comme on a pu le faire l'an dernier, notamment avec un documentaire sur la grève des dames pipi de la gare du Nord, de Clarisse Feltin, un documentaire qui d'ailleurs est nominé là au FIGRA qui a lieu demain si je ne m'abuse. Voilà à peu près aussi nos ambitions éditoriales. Cette fois-ci c'est à Cécile que je laisse la main. Bonjour à tous. Je serai brève, mais c'était pour vous dire que les bons résultats de Mediapart, on les réinvestit aussi de manière constante dans nos équipes, qu'on renforce progressivement dans les différents secteurs. Donc ce qu'on voit sur la progression et sur les courbes qui vous sont présentées là, c'est qu'on a à cœur, et c'est une règle qu'on se donne et à laquelle on est très vigilant, de ne créer pas plus de 7 à 8 postes par an, parce qu'on se rend compte que c'est notre façon de bien accueillir et de bien intégrer les gens dans les différents secteurs, qu'ils soient journalistes ou membres des services dits opérationnels. Et en 2019, du coup, on a renforcé l'ensemble des équipes. Donc de manière plus détaillée, on atteint 48 journalistes salariés permanents, et ainsi qu'une vingtaine de pigistes réguliers, mais là aussi ça tend à se diversifier et à s'accroître, notamment avec l'arrivée de François Bougon, dont on a déjà parlé, qui nous amène d'autres pigistes et une autre couverture de l'international. Donc on diversifie aussi les journalistes rémunérés à la pige, qui sont des collaborateurs importants pour Mediapart, et dont on essaye de bien s'occuper aussi. On a fait en 2019 un gros effort de recrutement sur l'équipe technique, notamment pour soutenir les projets qui vont vous être présentés ensuite par Olivier. Donc on arrive à peu près 18 membres de l'équipe technique qui se répartissent entre des salariés permanents, mais aussi des prestataires qu'on fait venir pour des compétences spécifiques pour avancer plus rapidement dans nos projets. L'équipe marketing communication atteint aujourd'hui 11 personnes. L'équipe abonnée, donc c'est le service qui s'occupe de nos abonnés, qui est basé à Poitiers, atteint une dizaine de personnes, alors avec des flux selon les pics d'activité. On renforce parfois les équipes quand il y en a besoin. Et au niveau de l'équipe gestion RH, on est désormais 7 personnes à conduire l'ensemble du juridique, du budgétaire, des RH, des moyens généraux, et à faire tourner l'entreprise. Voilà. Je passe la parole à Olivier. Oui, alors là on s'était dit que bon, de toute façon on va pas faire très long sur la newsletter parce qu'on peut pas dire que ce soit non plus quelque chose de très révolutionnaire, mais bon, de fait c'est vrai que ah oui, pardon. Bonjour, pardon. Donc oui, non, sur les newsletters, ça fait partie des investissements techniques où on veut diversifier cette politique newsletter. On a commencé l'an dernier avec la lettre européenne, cette année avec la lettre électorale, et on a modernisé le design, changé de police, et travaillé intelligemment pour parce que c'est un vecteur de diffusion non négligeable pour nos abonnés, pour notre lectorat, qui permet de toucher aussi un public pas forcément non abonné, lui donner envie de le devenir. Et donc on va développer encore davantage ce type de newsletter thématique, notamment on envisage sur les Amériques, sur pouvoir relayer un petit peu la profusion fort intéressante de notre studio, et également d'autres. Karine parlait de violences sexuelles, violences policières, ça fait partie des thématiques qui sont à l'étude. Je passe cette fois-ci la parole à Olivier pour nous parler de l'appli, parce que là, vraiment, il est plus compétent que moi. Merci. Bonjour. Oui, vous parlez de l'application, je vais essayer de ne pas être trop long. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur notre application mobile, mais en quelques mots, vous dire qu'en effet, on est en train de retravailler sur cette application. La précédente était ce que nous, on appelle endettée d'un point de vue technique. Voilà, elle utilise une techno qui est plus tellement au goût du jour, qu'on avait du mal à faire évoluer. Donc on est en train de retravailler sur une nouvelle version de cette application pour qu'elle soit plus performante, plus robuste.
une nouvelle méthode de conception pour nous aussi, puisqu'on a travaillé avec les abonnés sur la conception, c'est-à-dire qu'on est plutôt parti d'hypothèses de conception qu'on a validées en interviewant des abonnés, en leur proposant des prototypes qu'on a testés. Voilà, donc une posture qui consiste plutôt à dire on a des hypothèses de conception qu'on valide par des faits, et les faits, ce sont ce que nous disent finalement nos abonnés. Un accès plus direct aux articles à ne pas manquer, ça fait partie des fonctionnalités qui sont dans cette nouvelle appli. Là, vous voyez deux captures d'écran. J'espère que vous remarquez des changements assez importants par rapport à l'appli actuelle ou même par rapport à nos autres produits. Stéphane en parlait, on est aussi en train de travailler sur une nouvelle identité visuelle qui, pour nous, va traduire ce qu'est Mediapart, va véhiculer les valeurs de Mediapart et va donner un vent de modernité sur nos produits. On en est très fiers. Et puis accessible depuis mars à certains abonnés, en effet, ça c'est également une autre manière de concevoir et de développer un produit, c'est de dire, plutôt que de le proposer à un instant T à l'ensemble de nos abonnés, on va l'introduire progressivement et d'abord le présenter à un échantillon de nos abonnés, et à partir de là, on va collecter de l'information. On va collecter de l'information sur est-ce que concrètement les abonnements fonctionnent mieux sur cette nouvelle appli en comparaison de l'ancienne, est-ce que les articles sont mieux lus, et quelles sont les informations, quels sont les retours que nous donnent nos abonnés sur la base de cette version. Donc, elle est accessible depuis quelques jours sur Android. Ça va arriver là dans le courant du mois sur iOS. Et donc pendant tout ce mois de mars, on va analyser cette matière-là qui va nous parvenir pour à la fois réajuster le tir, peut-être changer des choses dans cette application, et puis ensuite, dans un second temps, développer de nouvelles fonctionnalités qui correspondent à un besoin ou des problèmes que nous partagent nos abonnés. Et puis puisque j'ai le micro, le garder juste quelques minutes, ce sera aussi très, très bref pour vous dire en effet que l'équipe technique, le service technique se développe depuis quelques années. On se renforce, on est plus nombreux, mais on est aussi on est structuré, on s'organise. L'application, c'est un exemple. Il y a d'autres projets qui sont aussi dans les tuyaux. On a fait le choix d'investir du temps et des ressources sur cette application de manière pérenne. Et on est en train de changer notre manière de fonctionner. C'est-à-dire que là, on parle de projet. En réalité, en interne, côté service technique, on a des équipes qui sont dédiées sur des périmètres qu'on leur a donnés, des équipes produits constituées de profils qui sont en capacité de mener des projets sur des périmètres qui leur sont confiés. Merci. Donc, on réinvestit également de plus en plus, et je vais repasser la parole à Stéphane, en soutien. En soutien, alors à la fois, on se développe d'un point de vue international en termes de rapprochement avec d'autres titres. Là, on vous en a affiché quelques-uns. On échange assez régulièrement avec Jacobin, des articles, mais également des réflexions. Avec The Intercept, on a commencé à nouer langue un petit peu et à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, notamment sur tout le travail qui est actuellement réalisé au Brésil sur la présidence Bolsonaro. Mais voilà, on est aussi en train de se rapprocher avec eux éditorialement. Infolibre, c'est un peu plus qu'éditorial puisque c'est notre partenaire espagnol que nous soutenons depuis ses débuts et qui est aujourd'hui profitable, si je ne m'abuse, lui aussi. On continue notre travail autour de l'EIC avec le pôle enquête, Fabrice et Mika sont au fond de la salle, et Antion, et on continue à travailler. Ça a été les Football Leaks, et maintenant il y a un peu une étape 2 de l'EIC et de notre journalisme de Leaks, et de nouvelles informations à apparaître aussi cette année qui ne sont qu'au début un petit peu de leur recherche. Et puis après, localement, alors là c'est plus effectivement un réinvestissement
un réinvestissement fort de nos bénéfices, c'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner ce que j'appelle, pour les faire marrer, ils le prennent pas mal, nos cousins de province, mais c'est un petit peu tout ce qui sont, tous ces sites, tous ces pure players qui sont en train de se développer localement, qui sont dans des situations financières pas évidentes, parce qu'ils se lancent, parce que c'est pas évident, parce que le marché est encore plus petit qu'au niveau national, qu'il y a une concurrence forte de la presse quotidienne régionale, qui est pourtant éditorialement pas en super forme, mais avec c'est difficile, l'indépendance c'est encore plus compliqué localement pour ces titres-là. Donc on les accompagne, soit financièrement en partie, soit éditorialement, et entre guillemets on partage aussi beaucoup de valeurs et d'enquêtes communes, que ce soit avec Mars Actu à Marseille, avec Médiacité qui est présent aujourd'hui dans 4 villes de France, Lille, Lyon, Toulouse et Nantes, avec le Poulpe, nos camarades qui couvrent Rouen et la Normandie, Guyaweb en Guyane, le Doc à Montpellier, et un partenariat un peu différent avec le Bondi Blog, puisque lui n'est pas un pure player sur abonnement qui est dans une démarche entre guillemets lucrative, mais le Bondi Blog avec qui depuis 3 ans maintenant on ne cesse de renforcer un partenariat, à la fois avec une émission de nos émissions enregistrées Quartier Direct qui a été lancée cette année, plus des reprises d'articles très fréquentes, des commandes de sujets directement qui sont publiés chez nous, et en fait toute cette collaboration a franchi une étape lors de la préparation de ces élections municipales, puisqu'on a beaucoup interagi tous ensemble, et on en verra une concrétisation là, dimanche et dimanche prochain, lors de nos soirées électorales en live, puisqu'on organisera un petit peu des décrochages avec ses partenaires en région pour couvrir au mieux, au plus près et de façon la plus indépendante possible en matière de presse l'actualité locale et municipale qui arrive. Je passe la parole à Marilène. Merci. Donc, tous ces résultats, on continue à les réinvestir, mais vous savez que depuis plusieurs années, on préparait en fait notre volonté des cofondateurs et des actionnaires historiques de Mediapart de rendre le capital de Mediapart indépendant de façon pérenne et définitive. Donc, nous avions présenté en septembre dernier les opérations qui sont maintenant toutes des opérations réalisées, sur lequel je vais revenir rapidement, mais vous avez dans le livret et en ligne tout le détail de ces opérations. Donc, nous avons souhaité apporter le capital de Mediapart, 100% du capital de Mediapart, à une structure à but non lucratif qui s'appelle un fonds de dotation. Et pour construire cette solution, nous avons d'abord créé une association qui est l'Association pour le droit de savoir, qui est constituée des 4 cofondateurs et de Martine Orange, la présidente de la Société des salariés de Mediapart. Cette association a créé le fonds de dotation. Donc l'ADS a été créé le 5 août. Elle a créé donc, et déposé les statuts du Fonds pour une presse libre, donc le FPL, le 14 septembre 2019. Ce FPL a créé la SPIM, donc la Société pour la protection de l'indépendance de Mediapart, qui est devenue, en fait, le 15 octobre, propriétaire de 100% du capital de Mediapart. Et est devenue propriétaire par un emprunt qui va être étalé, dont le remboursement est étalé sur plusieurs années, pour une part par un emprunt bancaire et pour une autre part par un crédit vendeur des cofondateurs et d'un des actionnaires historiques de Mediapart, la société Doxa. J'ajoute également qu'à cette occasion, l'autre actionnaire historique de Mediapart, la société Ecofinance, représentée par Jean-Luc Bouchard, a lui donné l'intégralité de ses titres, dont la valeur était d'1 million d'euros, a donné l'intégralité de ses titres et les a apportés donc ainsi au fonds de dotation. Donc on se retrouve avec une structure qui est à 2 étages en fait. Mediapart reste une société à but lucratif. Elle continuera à se développer et à faire des bénéfices. Et au-dessus, la structure qui détient Mediapart est un secteur à but non lucratif, avec cette structure intermédiaire qui porte en fait les actions
Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, convaincre une banque de prêter un financement de rachat d'une entreprise, c'est pas toujours facile. Mais si c'est en plus un fonds de dotation, où là, pour la banque, c'est un peu flou comme notion de qu'est-ce que c'est qu'un fonds de dotation et comment un fonds de dotation pourrait garantir un emprunt, on a préféré construire cette structure intermédiaire. Le fonds de dotation, donc c'est une structure qui doit avoir à titre principal une mission d'intérêt général. Donc sa mission, alors là j'ai juste repris les grandes lignes, mais vous le verrez aussi dans le texte sur le livret et dans tout ce qu'on a publié en ligne sur cette opération. Défendre la liberté de l'information, le pluralisme de la presse et l'indépendance du journalisme. Donc je répondrai si vous avez des questions tout à l'heure sur ça. Alors, aujourd'hui, le fonds de dotation, ce n'est plus Mediapart. Donc, vous aurez, donc c'est pour ça que j'ai mis FPL 2020. Donc, un conseil d'administration a été constitué, donc qui rassemble le mathématicien Michel Brouet qui en assure la présidence, 3 personnalités extérieures, Dominique Cardon, donc directeur du Media Lab de Sciences Po, Stéphanie Chevrier, qui est la directrice des éditions de la Découverte, et Christine Lazerge, qui était l'ancienne présidente de la commission consultative des droits de l'homme, François Vitrani, directeur général de la Maison de l'Amérique latine, et 2 journalistes et salariés de Mediapart, donc Renaud Creus et Jade Lindberg, qui représentent... Pardon, Jade Lingard, qui représente les salariés de Mediapart au sein de ce fonds de dotation, salariés qui ont été élus par les salariés de Mediapart pour les représenter au sein du fonds de dotation. Une directrice exécutive vient d'être recrutée, Charlotte Clavreuil, qui travaillait elle-même au niveau de la Ligue des droits de l'homme, défenseur des droits, pardon. Et donc tout le reste est à venir, c'est-à-dire que le fonds de dotation est en train de s'organiser. Donc, ils vont prochainement publier l'ensemble de leurs engagements sur leur site internet, tenir une conférence de presse donc d'ici en fait l'été, et vous aurez l'occasion d'être conviés à ces réunions, puisque vous voyez que Mediapart n'est pas dans ce conseil d'administration, sauf dans sa représentation par ses salariés. Voilà, dernière chose, donc le festival de Mediapart, donc traditionnellement nous le faisons au moment de l'anniversaire, c'est-à-dire le 16 mars. Cette année, avec les élections municipales, en fait, on l'a programmé pour l'instant le 28 mars, donc l'affiche est prête. C'est donc comme toujours un grand festival, et on reproduit ce que l'on avait fait déjà il y a 2 ans et l'an dernier, où il y avait eu pratiquement 2000 personnes qui étaient venues l'an dernier, voilà, qui était venu au 104. 5000. Bon, il est temps que je passe la main. Et alors, donc, c'est sous réserve, bien sûr, puisque on ne sait pas du tout si on pourra le tenir le 28 mars. On a une autre hypothèse pour l'instant sur le 13 juin, et on va décider dans les jours qui viennent si on maintient la date du 28 mars ou si on reporte. Voilà. Et donc, je ne sais, dernière chose, donc comme chaque année, nous publions un livre. Donc, il est ici, si vous le souhaitez. Donc, Edoui Plenel, La sauvegarde du peuple. Et donc, alors, on a rappelé pour des raisons historiques, en fait, chaque année, on a essayé d'apporter un témoignage, soit externe, soit reprenant les grandes enquêtes de Mediapart au fur et à mesure. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Oui, Frédéric Pouchot de l'AFP. J'ai une question concernant le lectorat, les abonnés, avec cette forte hausse. Est-ce que le profil a changé? Est-ce qu'il s'est diversifié? Est-ce que vous avez des indications à ce sujet? En 2 mots, donc, je rappelle que nous n'avons aucune information sur nos abonnés. Nous ne demandons aucune information à nos abonnés. Nous ne savons pas quel âge ils ont.
où ils habitent, ce qu'ils font, tout ce qu'on leur demande, c'est nom, prénom, volontaire, et puis identifiant et mot de passe. Ça, c'est vraiment la règle de principe, c'est-à-dire qu'on protège absolument et totalement et notre base de données des abonnés et leur confidentialité. On a quelques éléments, Karine en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit qu'avec des événements éditoriaux comme le témoignage d'Adèle Haenel, on a un lectorat plus jeune. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on améliore l'application mobile, parce qu'on sait que le lectorat plus jeune est beaucoup plus sur l'appli mobile. Et on a, par notre présence sur les réseaux sociaux, puisqu'on n'a pas indiqué tout à l'heure, mais on a renforcé de façon importante le pôle, ce qu'on appelle le pôle communauté. Le pôle communauté, c'est à la fois tout ce qui est participatif dans le journal par le club, tout ce qui est présent sur les réseaux sociaux et tout ce qui est aussi, parce qu'on oublie souvent de le dire, le service abonné de Mediapart qui est à Poitiers et est vraiment le point d'entrée de beaucoup d'informations de nos abonnés, de commentaires de nos abonnés, mais aussi de perception un peu du ressenti. Et donc, on constate quand même que sur un certain nombre de thèmes, on a un lectorat plus jeune. En complément, c'est-à-dire que ce qui nous frappe vraiment avec toute la croissance de Mediapart, c'est un public non seulement plus divers générationnellement, mais plus divers socialement, plus divers géographiquement. C'est-à-dire, c'est un journal de qualité, mais c'est aussi un journal populaire. De fait, aujourd'hui, avec un tel rythme de croissance, un Mediapart à 200 000 abonnés n'est plus un rêve, c'est possible, et il est possible que nous y arrivions dans les prochaines années. L'autre élément que je voudrais dire, Marie-Hélène vient de le souligner, c'est-à-dire le soin qui est porté à la relation avec l'abonné. C'est évidemment le service de Poitiers qui a toujours été en interne chez nous. C'est toujours une culture interne, des gens qui connaissent Mediapart, qui travaillent à Mediapart, qui connaissent le journal Mediapart, qui peuvent s'occuper individuellement des abonnés. Mais au-delà, et Olivier Crange-Labat l'a dit aussi, la façon de travailler quand il y a un chantier, un projet et un travail divers entre différentes compétences et différents métiers, cela passe aussi par la quête de l'expertise des abonnés, de comment les lecteurs réagissent, qu'est-ce qu'ils souhaitent. Et il y a tout un souci qui est fait. Enfin, je voudrais souligner, parfois on dit quand Mediapart souligne ça, c'est pour faire la leçon, c'est pas faire la leçon, mais pour nous c'est une surprise, parce que c'est un événement de l'année 2019, c'est d'avoir vu comment les autres journaux de notre sphère, journaux quotidiens ou hebdomadaires généralistes, ont renoncé au participatif, ont renoncé à cette relation particulière avec leur lectorat. Je rappelle qu'à Mediapart, le commentaire est libre et la modération n'est qu'a posteriori, et que Mediapart a toujours un club qui n'est pas un club sélectif. Tout abonné peut bloguer à Mediapart, peut contribuer à Mediapart. Sans citer d'autres journaux, vous savez que les autres journaux ont renoncé à cela, soit le nombre de commentaires, la longueur des commentaires, soit même l'existence des billets de blog. Enfin, je voudrais souligner, parce que c'est important, le numérique, c'est le partage, c'est le lien, la relation. Et c'est à la fois quelque chose de technologique, mais c'est quelque chose qui doit nous inspirer dans notre façon de travailler. Et par exemple, à Mediapart, depuis le début, nous nous étions posé la question, nous ne limitons pas les connexions. Avec un abonnement à Mediapart, vous pouvez vous connecter sur plusieurs machines. Actuellement, dans une sorte de course malthusienne à l'abonnement, certains médias décident de limiter les connexions. Pour moi, c'est totalement contraire à la culture du numérique. Le numérique, c'est la mobilité. J'ai un ordinateur fixe, j'ai une tablette, j'ai un mobile. Et donc, il y a actuellement dans notre... finalement, après une grande décennie de développement de la presse numérique, on s'aperçoit qu'il y a certains qui reculent par rapport à leur lien avec ce que porte la culture numérique, et d'autres, dont je crois nous sommes, qui restent dans leur choix, y compris d'entreprise, dans leurs choix, pourrait-on dire, commerciaux, de pratiques, etc., restent au plus près de cette culture numérique.
Oui, Maureen Rochegonde de Stratégie, j'avais plusieurs questions. D'abord, puisqu'on est en pleine crise du coronavirus, qu'est-ce que vous avez prévu sur la santé, notamment on voit quelques articles de chercheurs disant qu'ils avaient été freinés dans la recherche fondamentale, etc. Tout ce pan-là, est-ce que c'est abordé déjà par Mediapart? Est-ce que ça va l'être davantage? Une autre question concernant la vidéo. Est-ce que vous allez faire des vidéos à la brute, si vous voulez, pour être plus présent encore sur les réseaux sociaux et toucher cette population jeune dont vous parlez? Et puis enfin, je voulais savoir, parce que vous avez dit qu'il fallait aussi donner la parole à la police, est-ce qu'il y a une volonté d'aller plus auprès des policiers qui éventuellement peuvent être aussi victimes ou se sentir victimes? Alors, dans l'ordre, sur le coronavirus, on est déjà en train de le couvrir plus sur l'angle économique et sur les éventuels questionnements qui peuvent avoir trait aux libertés publiques et au respect des libertés publiques dans un cadre épidémiologique effectivement où on ne maîtrise pas tout. Donc on est en train de travailler dessus. On veut aussi raison garder. C'est-à-dire qu'on a discuté éditorialement, on est tous un peu d'accord sur le fait que on n'a pas envie de consacrer l'essentiel de notre une au coronavirus. Il se passe beaucoup de choses encore dans le monde. Aujourd'hui, l'Europe ferme brutalement ses frontières aux migrants. Ça nous semble d'intérêt aussi digne que la possible pandémie du coronavirus. Sur les vidéos, oui, ça fait partie effectivement des choses qu'on veut exploiter, les vidéos à la brute. Mais ce n'est pas du tout le cœur non plus de notre approche là sur les vidéos. C'est plutôt se servir de vidéos pour rebondir sur certaines de nos affaires, aller chercher des contradictoires qui se refuseraient à nous auparavant. C'est produire aussi des contenus exclusifs, mais c'est aussi effectivement faire raconter nos enquêtes par nos journalistes. Mais par ailleurs, les 10 journalistes racontent déjà très bien leurs enquêtes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on soit victime d'ostracisme de la part des confrères, et donc ça ne nous semble pas être une lacune grave aujourd'hui dans notre offre éditoriale. Enfin, sur la parole aux policiers, si vous lisez déjà ce week-end, on a donné pas mal la parole aux policiers, puisque Pascal Pasquariello a relayé beaucoup d'inquiétudes en interne, de policiers inquiets, effectivement, mais inquiets. De gendarmes et policiers, oui, inquiets effectivement, mais inquiets surtout sur l'attitude du préfet de police de Paris. Pour le reste, ça fait partie effectivement de l'ambition d'un Place Beauvau saison 2, c'est-à-dire un Place Beauvau qui prend les questions de violence policière au sens large, qui interroge sur des pratiques de maintien de l'ordre et qui effectivement sollicite tout le temps la parole des policiers. Mais comme on la sollicite en fait à chacune de nos enquêtes sur le sujet, comme on a invité à plusieurs reprises Christophe Castaner à venir s'exprimer sur notre émission live sans avoir jamais la moindre réponse. Il n'y a même pas un non, même pas une réponse. Donc nous, la parole des policiers, oui, on la cherche, on la relaie très souvent dans nos papiers, ça s'appelle le contradictoire. Et donc là-dessus, on va continuer, plus que jamais. Ouais. Oui, bonjour, Richard Sénéjou de Télérama. Question à Edoui Plenel. On vous a vu participer à la fiction Baron Noir pour Mediapart. La question, c'est pourquoi vous l'avez fait. Et est-ce que ça a donné lieu à un débat interne, pour savoir si c'était opportun ou pas de participer à cette fiction produite par Canal+, Vivendi, dirigée par Vincent Bolloré. Merci. Merci beaucoup de cette question qui illustre exactement la culture Mediapart. Quand j'ai reçu cette demande, ma réaction spontanée, c'était non. Et de ne pas accepter, parce que déjà la médiatisation et la personnalisation
même si elle a aidé à rendre visible Mediapart, elle est parfois encombrante. Hein. Et comme je dis, Mediapart n'a pas de moustache et Mediapart est aujourd'hui, pour l'essentiel, animé par une nouvelle génération qui est là et qui prend la relève. Le problème, c'est que Mediapart étant une entreprise horizontale, démocratique et participative en interne, j'ai été minoritaire. Et que l'équipe de Mediapart apprécie beaucoup Baron Noir, apprécie beaucoup le contenu de cette série. D'ailleurs, le scénariste Zekri était venu sur un plateau de Mediapart avec d'ailleurs Pierre Scheller et avec d'autres sur comment mettre la politique au cinéma et à la télévision. Et donc, l'équipe a dit, il ne faut pas refuser, il faut y aller. Voilà. Et donc, ils sont venus tourner ici. Voilà, la pige a été versée à Mediapart, voilà, je souligne, voilà, je ne me suis pas enrichi sur le dos de Mediapart. Le cachet, oui, pardon, c'est juste, le cachet, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude, voilà. Et puis, bon, on a essayé dans l'improvisation de rester fidèle à ce qu'est Mediapart, bon, voilà, qui est voilà, bon, que dire d'autre? Voilà. Ne tentez pas. Non, ce sont eux les tentateurs, c'est pas moi. Merci Jean-Michel Demarquis pour MyMedia. Je voudrais revenir sur les commentaires. Donc effectivement, vous avez fustigé, critiqué d'autres médias qui ont coupé, supprimé, réduit la participation en ligne. Vous la maintenez a posteriori sur Mediapart. Est-ce que vous êtes toujours à l'aise avec justement ce caractère a posteriori? Donc vous modérez après publication. Et je pense par exemple à l'affaire Griveaux, où des liens et des vidéos ont été postés sur le club. Alors certes, vous faites le ménage après, mais j'ai envie de dire que le mal est fait, c'est trop tard. Est-ce que cette politique... c'est pour cette raison hein, que les éditeurs, les autres médias ont supprimé ou réduit les espaces de commentaires. C'est posé des problèmes juridiques et des problèmes de moyens pour modérer le flux et le volume où des vidéos, des commentaires se comptent parfois par dizaines de milliers par jour. Évidemment, nous connaissons l'argument qui est, voilà, ça coûte des moyens, c'est un puits sans fond, etc. Nous, on fait le choix inverse, et je dirais, sans faire trop de publicité, en fidélité à ce qui est raconté là-dedans. C'est-à-dire que, voilà, la liberté, et c'était le cas au moment de la Révolution française, hein, révolution du journal, où il y avait le meilleur et le pire. Hein, pour nous... Aujourd'hui, nos libertés, elles ne sont pas menacées par l'excès numérique. Elles sont plus menacées par la reconnaissance faciale, par les fichiers, par les violations des libertés. Et donc, le bouillonnement de la liberté, pour nous, n'est pas la première menace. Et nous, journalistes, qui sommes d'abord au service de la libre expression et du droit de savoir, de la liberté de dire et du droit de savoir du public, nous ne pouvons pas nous barricader face à cette liberté. Simplement, il faut essayer de tirer ça vers le haut. Et donc, quel a été le choix de Mediapart? Et c'est un travail qu'on a fait ces 2 dernières années, c'est de renforcer ce qu'on appelle chez nous le pôle communauté. Il y a aujourd'hui 8 personnes, hein, si je ne me trompe, qui sont dans tous les secteurs, hein, qui sont aussi bien à la rédaction, qui sont aussi bien en liaison avec le service abonné et avec toute l'équipe qui fait les réseaux sociaux et qui est là, qui organise le fait que cette conférence de presse est filmée, qui se réunissent plusieurs fois dans le mois, hein, qui ont des réunions où ils mettent en commun, qui avancent, qui ont créé de nouvelles procédures et qui fait que cette modération a posteriori, elle fonctionne bien, y compris dans le cas des vidéos Griveaux. Mediapart est tout de suite intervenu, très rapidement, hein, pratiquement voilà, immédiatement. Et par ailleurs, vous connaissez la position qu'on a prise, qu'on a explicitée, etc. Donc moi, je pense que vraiment, bien sûr que ça coûte, bien sûr que c'est des moyens humains, mais renoncer au nom d'un argument d'économie, c'est renoncer à construire un écosystème vertueux. Et c'est régresser en arrière.
C'est-à-dire, à nouveau, il y a les sachants, les journalistes, qui sont les seuls maîtres du journal et qui n'acceptent pas cette relation, parfois débordante, parfois conflictuelle, avec leur public. Et donc, nous, on maintient ce cap, ce sont des choix, y compris des choix d'entreprise. Dans les 8 dont je parle, il y a eu cette année des embauches dans ce secteur qui sont venus renforcer tout cela, avec d'ailleurs souvent des métiers très polyvalents et qui aussi amènent à des réflexions sur ces métiers dans la presse numérique. Mediapart a été aussi le lieu, et on ne peut que s'en féliciter, d'une réflexion sur, quand il y a un mouvement social et que des journalistes le traitent, comment se positionnent ceux qui sont un peu les mains invisibles d'un journal. Qu'est-ce que font les techniciens d'un journal face à un mouvement social? Comment peuvent-ils manifester leur solidarité? Et vous avez suivi qu'à Mediapart, il y a eu des actions spécifiques, des blogs, une façon d'exprimer et de construire aussi une culture sociale interne à un journal numérique. Non, juste pour dire qu'effectivement, on voit bien les éventuels problèmes que ça peut poser. On réfléchit. Voilà, quand on pense refonte un petit peu des pages, on se dit comment mieux distinguer que c'est un espace de libre expression et pas un journal, parce qu'on voit bien que les manipulations peuvent être faites. Après, sur l'affaire Griveaux, il y avait un site internet, c'était pas Mediapart, qui existait déjà avant nous. Enfin, c'est pas sur 20 minutes de présence d'un blog avant qu'il ait été modéré qui est parti. C'est pas de ça qu'est partie l'affaire Griveaux. Et puis l'affaire Griveaux, je pense qu'elle n'avait pas besoin d'un obscur blog de Mediapart modéré au bout de 20 minutes pour produire la déflagration qu'elle a produite. Non, parce qu'une fois qu'il y a une erreur 404, il n'y a pas de caution, quoi. Après, effectivement, c'est un débat qu'on a même en interne. Enfin, on n'est pas forcément tous d'accord, mais on a quand même, il y a quand même un consensus général sur le fait que on ne censure pas a priori l'expression de nos abonnés, puisque ça fait partie d'une des forces de notre journal, c'est de leur offrir cet espace de libre expression. Ce qui ne veut pas dire ne pas faire n'importe quoi, ça veut dire renforcer quand même le contrôle a posteriori, ce qu'on fait de plus en plus, y compris la distinction entre le journal et le club, bien préciser que ceci est un billet de blog. Ça n'empêchera pas ceux qui veulent dire ah, c'est Mediapart qui, alors que c'est un billet de blog et qui a marqué quand même en gros ce billet n'engage que l'abonné, de continuer à le faire. Ça, c'est le jeu. Bon, mais nous, on ne renoncera pas à cette offre de liberté d'expression qu'on fait à nos abonnés. Vous avez combien de contributions, billets, plus commentaires par jour, par semaine? Je les connaissais, ces chiffres, mais je ne les connais plus vraiment. Je crois qu'on est autour de 5000 blogueurs. Je vous invite à les vérifier. Voilà, Renaud, peut-être tu les connais, ceux-là, ces chiffres. Une centaine de billets de blog par jour, je parle pour nos abonnés. Et environ 2000 commentaires par jour. Merci. 2 autres points, l'un sur l'augmentation des abonnés payants individuels, donc 169 000. C'est pas mal, c'est une progression donc plus de 13% en un an. En revanche, comme l'ensemble des médias, la progression est de plus en plus difficile au fur et à mesure que le volume est important. Du coup, comment aller encore plus vite, plus loin parce que vous faites partie effectivement des éditeurs ayant le plus d'abonnés en ligne. Vous avez commencé le plus tôt, donc félicitations. En revanche, ça va être de plus en plus dur. En France, il y a 45 ou 48 millions d'internautes. Et c'est valable pour tous les éditeurs médias, mais le chiffre des éditeurs en France sur l'abonnement en ligne reste relativement faible. Comment aller plus vite, plus haut? C'est une valable. Alors, je crois qu'on n'a pas envie d'aller plus vite, plus haut. Enfin, je veux dire, on ne se le pose pas en ces termes. Franchement, on ne se le pose pas en ces termes. Après, il y a une phrase que j'aime bien, qu'on a souvent repris, notamment toutes les opérations d'évaluation. Les arbres ne montent pas au ciel. Donc, il y a un moment, ça va s'arrêter. Sauf que depuis 12 ans, tous les ans, on se pose la question de dire est-ce qu'on va continuer à progresser de la même façon? Si vous regardez les chiffres, puisqu'on publie tout notre historique, il y a eu des années où on a progressé. Si vous prenez l'année 2012, par exemple, que j'ai en mémoire, le premier semestre, on augmente de 10 000 abonnés et le deuxième semestre, on perd 10 000 abonnés. Donc, on a appris en 12 ans à être prudent, à dire, en fait,
on fait notre travail le mieux possible, on améliore l'équipe, on investit régulièrement, on investit dans les projets éditoriaux, dans les projets techniques, dans les projets marketing, et on verra, et on va essayer d'avoir le plus grand nombre de lecteurs qui vont nous rejoindre. Mais on n'a jamais trouvé en 12 ans une seule solution qui dit alors j'investis ça et je vais avoir tant d'abonnés, ou je vais faire ça et ça va faire tant d'abonnés. C'est-à-dire qu'on essaye de faire un bon journal et de travailler sérieusement, comme dans toute entreprise, en investissant régulièrement pour l'avenir. Et on ne dépense pas n'importe quoi, et on fait attention à nos engagements, et on a une politique de gestion comme devrait avoir toute entreprise, c'est-à-dire de réinvestissement régulier. Et sincèrement, je ne pense pas qu'à aucun moment on se soit dit comment on peut faire pour aller plus vite, plus haut. Oui, bien sûr. Oui, moi, enfin, effectivement, on a ce projet, enfin, on a une ambition démocratique d'être plus accessible auprès d'un lectorat plus jeune, dans les quartiers populaires. Enfin, bien sûr, ça fait partie de nos motivations. Donc, en termes d'écriture, on réfléchit à comment se rendre plus lisible, plus accessible au plus grand nombre. C'est évidemment, ça fait partie de nos projets, quoi, que toujours davantage de lecteurs nous lisent, nous accompagnent, participent au projet. C'est sur les formats, quand on vous parlait de la vidéo, oui, c'est aussi une ambition pour nous de rester dans la très haute qualité, tout en se servant des formats disponibles, des outils disponibles pour essayer d'accéder à d'autres types de publics. Voilà. Donc oui, il y a une ambition démocratique claire là-dessus, quoi. Alors ça, on a un exemple très simple, c'est-à-dire qu'à un moment, on était, parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire, c'est-à-dire que là, tout va bien, mais il y a eu des moments très très dur pour Mediapart, où on n'avait pas assez d'abonnés et on était en permanence en décision, est-ce qu'on va passer l'année prochaine, est-ce qu'on va passer l'année prochaine. Et un de nos actionnaires de l'époque nous expliquait, mais en fait, vous avez beaucoup plus d'abonnés que vous ne le pensez, mais comme vous ne freinez pas le nombre de connexions simultanées, eh bien, de toute façon, les gens se passent les mots de passe, etc. etc. Donc, on a développé, parce qu'il nous le répétait quand même souvent, et on n'était pas très bien financièrement, et donc, on a développé une usine à gaz qui consistait à détecter effectivement une connexion, deux connexions, à la troisième connexion, on coupe. Donc on a fait ça, ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, après, on a fait une statistique et on s'est aperçu qu'il y avait 2 abonnés qui effectivement avaient un partage de plus de 20 ou 30 connexions. Donc ça, c'était relativement facile. Il y en avait 2 qui en avaient plus de 10, et puis tous les autres, c'était 1, 2 ou 3. Donc on s'est dit, bon, c'est pas ça la solution. D'autant plus que je rappelle qu'à Mediapart, vous pouvez offrir un article à autant de personnes que vous voulez, autant de fois que vous voulez, sans aucune limite. Donc c'est aussi ça, le partage de l'information et le partage de la connaissance de l'information. Dernière chose, on avait fait ce magnifique développement, et puis au premier gros scoop, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout coupé. Parce que quand la machine comptait 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, ça a mis le site à genoux. Et donc, on a vite débranché ce truc qui ne servait à rien. Bon, c'est vraiment des questions importantes parce qu'on est au cœur de qu'est-ce que... On est d'accord, hein, le numérique, c'est une révolution qui ne fait que commencer. Hein. Je rappelle que quand Mediapart se lance en 2008, le premier smartphone est créé en 2007. Les tablettes n'existent pas. Donc on est une première décennie. Et dans cette première décennie, après nous avoir été pionniers sur la valeur de l'information, comme vous le disiez, on est rattrapé par d'autres hein, qui eux-mêmes sont sur ce terrain de la valeur de l'information. Mais eux, qui arrivent un peu comme la cavalerie, hein, après nous, arrivent en ayant, à mon avis, une vision restrictive et conservatrice de ce qu'implique la révolution numérique pour l'information. Je pense que la meilleure nouvelle pour nous, encore une fois, aussi bien éditorialement que technologiquement, j'irais ainsi, c'est cette question de la relation et du partage. Un journal populaire, dans un café imprimé, il circulait de main en main. La révolution du journal à la fin du 19e siècle, on voit les gens qui lisent dans un café, qui se partagent, c'était dans le journal qu'ils discutent. Bien, pour moi, le numérique, c'est la même chose. Et ça doit circuler.
Marie-Hélène l'a rappelé, on a dit, voilà, chaque abonné peut offrir un article et autant d'articles qu'il veut à autant d'amis qu'il veut. Le club est en accès libre. Le résumé de nos articles est en accès libre. Donc ce partage, Mediapart, il y a le nombre d'abonnés que vous connaissez, mais parallèlement, alors qu'on est soi-disant derrière un mur payant, on a, vous avez les chiffres d'audience, hein, on a en visiteurs uniques près de 2 500 000 visiteurs uniques. De l'autre côté, vous avez le tableau. Ce qui, moi, me rend très optimiste sur la progression de Mediapart. C'est pas un mur, c'est une membrane, le payant. Hein, et il faut que ça puisse circuler, partager. Et donc, je crois qu'il faut vraiment continuer dans cette voie-là, qui est la voie qui garantit, si la qualité éditoriale est au rendez-vous, si le souci de la société, comme l'a dit Karine au tout début, est au rendez-vous, qui garantit une progression. C'est être du côté de ce partage. Et le côté malthusien qui est appliqué actuellement par notre concurrence, nos concurrents, qui à la fois limite le participatif, limite les connexions, à mon avis, est une vision purement comptable. C'est une vision de tableau Excel, hein, de combien d'emplois et combien d'abonnés je vais afficher, mais c'est une vision régressive par rapport à l'écosystème de la presse numérique. Et je voudrais rajouter un dernier commentaire sur la notion de c'est pas en apportant des restrictions qu'on va augmenter le nombre d'abonnés. Et je vais donner un exemple. J'en suis d'autant plus, je vais en parler d'autant plus facilement que c'est moi qui étais contre. Donc pendant des années, on a maintenu un système de résiliation qui était par courrier simple. Bon, donc il fallait, alors on s'abonnait en un clic et puis on résiliait par courrier simple. Et puis, là encore, c'est vrai que Mediapart est une structure où on débat et le service abonné, puis de plus en plus de personnes dans l'équipe ont dit on ne peut pas continuer à obliger à une résiliation papier alors qu'on s'abonne en un clic. Et donc, à partir de début 2019, on a mis en place pour toutes les nouvelles offres la résiliation en ligne en un clic. Et on a constaté, vous l'avez vu dans les chiffres, que 2019 est une année de forte progression du nombre d'abonnés. Et donc j'ai battu ma coulpe, j'ai dit ok, je me suis trompée. Et depuis le début de l'année, en fait, on a généralisé à l'ensemble des types d'abonnements la résiliation en un clic. C'est-à-dire vous abonnez en un clic et vous résiliez en un clic. Et depuis le début de l'année, on a une forte croissance aussi, comme en 2019. Donc, ce n'est pas en restreignant, c'est en offrant et en s'adaptant effectivement aux usages d'aujourd'hui. Mais... Donc sur le nouveau modèle économique que vous êtes en train de mettre en place avec le LFP, le fonds de dotation, FPL, le fonds de dotation qui va pouvoir recueillir et des dons et des aides à la presse. Pas d'aide à la presse. C'est pas ce que j'ai vu sur le slide. J'ai vu marqué aide à la presse. Ah ok, bon, j'ai mal regardé, effectivement. Est-ce que vous pouvez justement préciser ce nouveau modèle? Quelle est la proportion des dons? Est-ce qu'il y a des dons maximum? Où va se situer le modèle payant? Vous dites avant que peut-être Jade complète, de toute façon, il y aura la directrice exécutive va juste là être embauchée. Et en avril plutôt, il y aura conférence de presse et présentation du site Internet par le Fonds pour une presse libre. Je rappelle juste que le Fonds pour une presse libre, ce n'est pas Mediapart. Et Jade, qui est une des deux élues pour les salariés, peut compléter. Viens devant la caméra. Non, mais en fait, pour vous, tout le système du Fonds pour une presse libre, le FPL, est en train de se mettre en place, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, le principe de base, c'est que ce fonds va recevoir des dons, a commencé à en recevoir un petit peu, mais c'est vraiment le tout début parce que tout est encore en train de se mettre en place comme je vous le disais, et voilà, assez rapidement, enfin le plus vite possible en tout cas, sans doute d'ici l'été, on pourra vous donner des informations plus précises sur les premières arrivées d'argent
Et surtout, en fait, si vous voulez, ce qui est pour nous le plus important, c'est les potentiels projets que le fonds pourra aider. Parce que quand même, l'esprit, l'intention et la raison d'être de ce fonds, c'est d'aider des projets de médias indépendants ou des projets journalistiques indépendants. Mais évidemment, tout ça est très, tout à fait séparé du modèle économique de Mediapart. Comme vient de le rappeler Edoui, le modèle économique de la société Mediapart, du journal Mediapart reste inchangé. Ça concerne uniquement le capital de Mediapart, qui donc désormais appartient à lui-même. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, c'est deux mécanismes différents, mais si ça vous intéresse, on pourra vous transmettre les présentation qu'on avait faite il y a quelques mois, lors de la première présentation du fonds. C'est vrai que la structure n'est pas évidente, vu qu'elle est nouvelle. Mais c'est indépendamment de la société Mediapart. En complément, c'est très important, parce que ça a été au cœur de cette élaboration. Hein. Le fonds, dans le cadre de sa mission d'intérêt public, sanctuarise le capital de Mediapart, mais Mediapart ne peut pas se mêler du fonds. Donc, le fonds ne peut pas aider financièrement Mediapart. Les dirigeants ou mandataires sociaux de Mediapart ne peuvent pas être au fond, l'animer, intervenir ou être présents dans ces organes dirigeants. La seule présence de salariés, c'est parce que, évidemment, il fallait cette garantie par rapport au fait que le fonds est par ailleurs le propriétaire de Mediapart, qu'il fallait qu'il y ait un regard. Hein. Mais l'activité du fonds, c'est d'aider l'écosystème de la presse en général et de grandir, de progresser pour y arriver. Mais cette question est très importante, parce que la crédibilité du fonds, c'est cela. Hein. Le fonds n'a pas, encore une fois, a été fait dans le cadre d'une mission d'intérêt général, faire au fond une vision alternative par rapport au paysage de la presse et au type de propriétaire des médias aujourd'hui. Et dans le cadre de cette vision alternative, eh bien, il prend Mediapart, il protège Mediapart, et puis il va développer de plus en plus ses missions en fonction des dons qu'il recevra. Hein. Donc, il en a déjà reçu un petit peu, et nous espérons qu'il continuera et qu'il fera. Après, c'est lui qui décidera, et il pourra, comme l'a dit Jade, faire des choix de manière très diverse, très pluraliste. Le pluralisme est dans ses statuts. Tout ça sera public sur son site internet qui, comme cela a été dit, sera rendu public d'ici l'été. Oui, juste une petite précision concernant le festival Mediapart. Vous n'avez pas plus de 1000 personnes au même moment, parce que sinon la réponse est toute trouvée. Non, mais en fait, on va prendre la décision cette semaine en liaison avec les gens du 104. Hein, avec les gens du 104, c'est pour ça que là, en fait, on a des cadres formels, on a une réunion de comité de direction demain, on a des échanges, et on a une proposition du 104 qui est, dans ce cas-là, de le décaler au 13 juin. Hein, de le décaler au 13 juin. Nous l'annoncerons à nos lecteurs si c'est bien la décision que nous prenons, sur Mediapart. Voilà. Bon, il y a derrière, évidemment, pourquoi on prend le temps, c'est qu'il y avait beaucoup d'invités de l'étranger. Hein, le thème, c'était le soulèvement du monde, dans le contexte où il y a tous les mouvements que vous connaissez. Il y avait deux proches d'Alessandria Ocasio-Cortez qui venaient des États-Unis, de Branding for New Congress, les billets étaient pris, les réservations d'hôtels étaient pris. Il y avait deux activistes femmes également de Hong Kong qui devaient venir. Il y avait des représentantes des mobilisations populaires libanaises, algériennes qui devaient venir, d'Amérique latine, du Chili aussi, du monde entier, bon, qui doivent venir. Voilà. Donc, voilà. Et bon, mais pour l'instant, personne, le préfet de police dont nous nous occupons par ailleurs, n'est pas venu nous envoyer une notification formelle d'interdiction du festival de Mediapart. La brochure est arrivée.
avec tout ce qu'on s'est dit là. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, elle est téléchargeable sur le blog en accès libre où il y a tous les résultats, les chiffres et les comptes de Mediapart. Merci et à l'année prochaine. Mediapart.